Donc ça, c'est le dossier classique pour cette conf. Donc Bouchra, 13 mois, qui a depuis 24 heures une diarrhée. On est au mois de février. Les parents consultent parce qu'elle a une selle par heure, très liquide, avec le ventre qui gargouille. Ils sont très inquiets. Les vaccins sont à jour, il n'y a pas d'antécédent particulier. Bouchra est née en France, elle n'a jamais voyagé. Elle est entrée en crèche il y a quelques semaines et elle pèse 9 kg 450. Donc là, c'est une question un peu dense. Quels sont les éléments importants de l'interrogatoire et de l'examen clinique? Alors, j'ai mis à l'interrogatoire, regarder donc, le carnet de santé si elle est vaccinée, mais ça c'était dit. Donc, le voyage, il a été dit. Si elle continue à s'alimenter, malgré la diarrhée. S'ils avaient observé une perte de poids depuis. Si les parents ou la famille avaient un comptage, enfin des signes cliniques, mais bon, comme elle est en crèche, ça peut être expliqué par ça. S'il y avait eu un changement d'alimentation récent pouvant expliquer la diarrhée. Et après, en interrogatoire, j'ai mis en signe clinique, chercher des signes cliniques de gravité, donc des signes de déshydratation, le pli cutané, l'hypotonie des globes oculaires, les yeux cernés, la tachycardie. En hémodynamique, un temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes est un signe de gravité, une hypotension, donc une tachypnée. Et donc, s'il y avait des points d'appel infectieux, comme une infection ORL, une angine, donc une otoscopie, et s'il y a une angine, un streptotest. Voilà. Ok. Il y a 2 choses que tu n'as pas dites. Vous avez corrigé sous les yeux. C'est sang et glaire dans les selles. Au milieu de toutes les diarrhées virales, et puis même les diarrhées virales peuvent, mais ça peut un peu t'orienter. Et un truc que j'aurais dû mettre en fait en côté PAMI 0, le poids. Si vous dites que si elle n'a pas perdu de poids, c'est pas... Dans l'interrogatoire, si elle a une perte de poids. Ouais, si c'est ça. Donc il faut soit que tu aies une courbe staturo-pondérale et que tu puisses mettre un point avec le poids du jour, soit au moins que tu aies un poids précédent, pas trop ancien. Et à 13 mois, elle a sûrement vu son pédiatre il y a 1 ou 2 mois, pour pouvoir faire la différence et voilà, et évaluer le pourcentage. Donc, vaut mieux mettre, regarder la courbe staturo-pondérale que le poids. Tu peux mettre les deux, quoi. Étude de la courbe staturo-pondérale pour voir si jusqu'à présent elle grandissait bien, elle grossissait bien. Mais bon, on me dit qu'elle n'a pas d'antécédent. Et puis comparer au dernier poids connu, parce que c'est là-dessus que tu vas calculer ton pourcentage. Donc il n'y a pas de signe de gravité et sa tolérance digestive est très bonne. Donc elle arrive à boire. Quel traitement? Alors, traitement ambulatoire, réhydratation orale avec SRO, donc réfrigéré, fragmenté toutes les 15 minutes, retour à domicile et puis surveillance avec la prise du poids tous les jours. Voilà. D'accord. La voisine, est-ce que tu avais mis d'autres choses? Je vais pas où est le micro. Non, j'avais pas mis d'autres choses. D'accord. Pour suivre l'alimentation. Ouais, reprise précoce de l'alimentation. Parce que nous, en stage, elle nous disait sur ça vraiment rien. Vous préférez pas le mettre? Ah oui, en stage où? Ça m'intéresse. À Trousseau, ils en donnent pas? Aux urgences de Trousseau? Ils en donnent. En disant que ça sert à rien. Alors, le Turfan, pour le coup, on parlait du motilium à la conf précédente. Le Turfan, pour le coup, ça a fait preuve de son efficacité. En termes de réduction du poids des... Pas en termes de fréquence de selles, mais en termes de réduction du poids des selles. Donc voilà. Moi, je l'ai mis dans mon corrigé, parce que effectivement, je le prescris systématiquement. Est-ce que quelqu'un avait mis des AINS si elle avait de la fièvre? Non. Bon, bonne idée. Est-ce que quelqu'un... Ouais, c'est pareil, c'est chiant parce que vous avez le corrigé. Mais AINS et déshydratation, c'était clair pour tout le monde? Non. Voilà, il y a un risque d'insuffisance rénale. Enfin, c'est marqué dans le corrigé, mais donc... Enfin, de toute façon, globalement, pas d'AINS dans une situation de fièvre standard et sûrement pas en situation de déshydratation.
Oui. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre? Les indications de changement de lait sur les gastro-entérites aiguës? Jusqu'à 3 mois. Jusqu'à 3 mois. Alors, moins de 3 mois, on met en lait sans protéines du lait de vache. Plus de 3 mois et mauvaise tolérance, on met sans lactose. Et plus de 3 mois et mauvaise tolérance, on met au lait sans lactose. Donc c'est une possibilité. Classiquement, c'est de 3 à 12 mois. Et après 12 mois, vu qu'ils sont franchement diversifiés, on ne le fait pas. Et entre 3 et 12 mois, effectivement, ça peut aider à passer le cap. Et dans ces cas-là, on fait le lait sans lactose 7 à 10 jours, quoi. Et si c'est vraiment grave, dans ce cas-là, c'était pas indiqué. J'ai mis remplacement éventuel du lait habituel par un lait sans lactose. Là, c'est vraiment si les parents te disent elle se rue sur le lait, elle le boit et après elle a mal au ventre, énorme truc et tout. Bon. Alors, quelles recommandations faites-vous aux parents concernant la surveillance de leur enfant à la maison? Alors, surveillance du poids, donc peser 2 fois par jour en PMI si possible, ou à la rude. maison s'ils ont une balance. Mais... 2 fois par jour en PMI? Et s'ils bossent, les parents ils vont me dire mais docteur, je peux pas, j'y vais quand? Ok, quoi d'autre? Surveillance de la température, du nombre et du volume des selles, la diurèse, et puis dire aux parents de reconsulter s'il y a un changement du comportement de l'enfant, une hypotonie, une arrêt de l'alimentation ou une prise alimentaire qui est difficile, ou un refus des biberons, et s'il y a des troubles de la conscience. Ouais. Et voilà. C'est bien. Je vous ai mis les petits trucs, l'hémodynamique à la maison, c'est est-ce que votre enfant est rose, est-ce qu'il a les mains chaudes, et effectivement la diurèse, si c'est individualisable au milieu de la diarrhée, ce qui n'est pas forcément évident. 2 jours plus tard, aux urgences, Bouchra revient, elle a des selles toujours aussi fréquentes, mais elle ne boit plus du tout, elle vomit, elle est fatiguée, elle ne réagit pas, elle a 38,7. Elle pèse 8,6 kg. Le pli cutané persiste, les yeux creux, les muqueuses sèches, temps de recoloration cutanée à 1 seconde. Quel est votre diagnostic complet? Donc c'est une diarrhée aiguë probablement virale, compliquée d'une déshydratation majeure, devant une perte de poids estimée à peu près à 9%. Des signes d'hypotension, de tachycardie, de pli cutané, enfin des signes de déshydratation, pli cutané, tachycardie, hypotension, sécheresse des muqueuses, les yeux creux et l'échec du traitement ambulatoire. Ouais. Parfait. Tu pouvais remettre chez un nourrisson de 13 mois, bien portant, pour remettre le terrain. Alors, l'attitude thérapeutique pour les 24 premières heures. Et en particulier, oui. Le faire? Alors, effectivement, là, c'est un tout. C'est-à-dire le fait que tu as une persistance du pli cutané, qu'elle ait les yeux creux, que la tension artérielle est limite, et que tu sais que probablement ton bilan entrée-sortie est franchement négatif. Alors après, le truc standard que tu fais la plupart du temps, parce que tu n'as pas le choix, c'est tu prends le poids précédent en espérant que ce ne soit pas un poids d'il y a 3 mois et tu fais la différence. Ou mieux, ce qui se fait à Necker, on fait de la pub, c'est que tous les enfants, quel que soit le motif de consultation, tu dois faire la courbe de croissance staturopondérale. Donc pas avec tous les points chaque mois, mais pour avoir une idée. Et du coup, après, tu reportes le poids du jour et tu vois la différence entre le poids du jour et le poids que l'enfant devrait avoir. Et donc là, ça te donne un delta poids qui est à peu près raisonnable pour évaluer ta perte de poids. Voilà, ça a ses limites, mais c'est quand même un bon repère. Mais effectivement, tu vas avoir rarement un enfant... ça va très souvent être corrélé à ta clinique, en fait. Mais ça peut être un marqueur simple. Disons, quand tu vois, tu as un bébé qui te fait bonne impression, mais tu vois qu'il a quand même perdu 10% du poids, tu vas peut-être être plus attentif que le même bébé avec 5%, quoi. Voilà. Ouais, oui. Pourquoi les
d'origine virale, la diarrhée, dans la question, pourquoi on dit qu'elle est d'origine virale? Ah, là, dans ma réponse? Oui, par argument de fréquence. Ça a été dit derrière toi. Ouais. Alors, le traitement, excuse-nous. Alors, hospitalisation, surveillance, tension, fréquence cardiaque, saturation, fréquence respi. Voie veineuse périphérique avec remplissage, réhydratation, rééquilibration hydroélectrique, électrolytique. Antipyrétique, antalgique type paracétamol, 50 mg kg jour. Nutrition parentérale, vu qu'elle vomit. Et surveillance. Et pas d'antibiothérapie parce que c'était viral a priori. D'accord, et qu'est-ce qui te permet de justifier que c'était probablement viral? Pour convaincre ton collègue? L'argument de fréquence. Ouais. Et puis c'est colérique. C'est une diarrhée, c'est pas dysentérique, il n'y a pas de sang, il n'y a Voilà. pas de... T'as pas de voyage récent à l'étranger. Bon, mais sachant que tu peux attraper une bonne salmonellose ou une bonne shigellose ici. Alors, tu nous as dit nutrition parentérale, c'est un peu rude quand même. Ça veut dire que je mets en nutrition parentérale tous les enfants qui sont hospitalisés pour gastroentérite aiguë dans mon service de pédiatrie générale. Alors, c'est la petite explication que vous avez après dans le corrigé. Très souvent, tu réhydrates 6-12 heures, donc en pratique la nuit, IV, et le lendemain, ils sont capables de manger. Parce qu'en fait, tu as cassé l'acétose, ils ont récupéré une bonne partie du volume hydrique qu'ils ont perdu, et en fait, ils n'ont quasiment plus d'irritation gastrique et ils sont capables de manger. Parce que c'est toujours pareil, nutrition parentérale, ça veut dire tu fais ta sauce, machin, il ne faut pas que ce soit trop concentré, enfin... Alors qu'en pratique, juste une réhydratation adaptée avec le sel et le sucre qu'il faut et rapidement tu vas pouvoir réalimenter. Voilà. Alors la question 6 c'était sur la surveillance. Toujours moi. Surveillance en hospitalisation, clinique, on fait une surveillance clinique, poids, tension, fréquence cardiaque, pouls, temps de recolorisation cutanée, signes de déshydratation, température, signes neurologiques avec l'éveil, le tonus. On fait une surveillance paraclinique avec un ionosant et une diurèse. Ionosant et une diurèse? Ouais, diurèse, tu peux le mettre dans la clinique. Pour le coup. Ah, tu voulais dire un iono urinaire? Non. D'accord, la diurèse. Bah, ça, c'est dans la surveillance clinique. Ok, il y a le truc très glamour à prescrire aux infirmières, quantifier en volume les selles et les vomissements. Surtout les vomissements, c'est hyper pratique. Et donc, quel germe retrouve-t-on le plus fréquemment dans ce contexte? J'aurais eu 0 parce que j'ai commencé par Vibrio cholerae, choléra. Ouais. Voilà. J'assume. J'assume. Et rotavirus, adénovirus et calicivirus. Ouais, bah, le reste c'était bien. Choléra à Paris, enfin je vous ai pas mis qu'on était à Paris. Mais... Ouais. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur ce dossier? Bon, c'est assez standard. On n'aurait pas pu parler de gastroentérite en fait. Si. Le mot est pas fait, il me semble. Ah, parce que j'ai mis diarrhée aiguë. Oui. Oui, si, gastroentérite, ça me va. Alimenter le débat, tout ça. D'accord. Dossier, oui. J'avoue qu'on attend 6 heures avant de réalimenter. C'est que pour les diarrhées sévères, enfin les déshydratations sévères ou les diarrhées, les déshydratations à moins de 5%, on peut alimenter dès le début. Ah bah oui, parce que celles à moins de 5%, tu vas les réhydrater. Et dans la foulée, tu vas... Ouais. On leur donne à manger, quoi. Ouais, bah oui. Bah, dans les premières 6 heures, hein, de réhydratation, il faut que tu aies donné à manger. Donc, tu peux le faire dans la foulée. On ne doit pas les isoler normalement. C'est mieux. En pratique, on n'y arrive jamais. Mais c'est mieux. Enfin, en tout cas, tu vas faire un isolement de contact en t'occupant de l'enfant et